Bonjour et bienvenue dans ce nouvel éclair d'infos. La période est propice aux résultats financiers annuels pour les entreprises industrielles, et il n'en est pas différemment pour les constructeurs automobiles. Cette période de fin février, début mars est souvent cruciale pour l'avenir des startups, car les résultats financiers annuels permettent d'ouvrir ou de fermer des portes pour les sources de financement nécessaires à leur croissance. Si nombre de startups démarrent tout d'abord dans leur pays d'origine et s'y développent avant de s'ouvrir à l'international, certains sont assez audacieux pour se lancer dans le grand bain international dès le premier jour. C'est certes audacieux, mais aussi très risqué. Et l'une de ces startups est en train d'en faire les frais. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Construire une voiture de grande série est compliqué. Décidément, je vais vous la sortir souvent, cette phrase-là. Développer la technologie, faire un design, monter un business model tout en trouvant les capitaux, les lieux de production et les fournisseurs présentent des défis qu'il est strictement impossible de relever tout ça à la fois. C'est ce qui explique que des marques comme Rivian, Lucid ou Tesla aient mis de nombreuses années avant de présenter leur premier modèle, ou avant de s'ouvrir à l'international. C'est aussi pour cela que ces constructeurs-là ont d'abord utilisé pas mal de pièces provenant de sous-traitants, puis de moins en moins. Maintenant, imaginez un constructeur qui fasse tout cela en quelques mois, et en partant de rien. Disons qu'ils mettent, 3 ans ou environ 36 mois. Pour y parvenir, il devrait disposer de plusieurs atouts. Ou alors, il devrait prendre des raccourcis. Eh bien, c'est en gros les deux à la fois qu'a fait Henrik Fisker. Premièrement, une expérience et des contacts dans le monde industriel automobile est essentielle. L'amitié avec un ou des cadors des grands constructeurs mondiaux serait un plus. Ayant travaillé pour de grands noms de l'automobile, Fisker a de bons contacts, et son amitié solide avec Bob Lutz, grand manipulateur du monde automobile américain, lui ouvre des portes pour la production de son auto. Le Danois est donc parvenu à entrer en contact avec Magna, un des plus grands équipementiers mondiaux, pour développer et produire l'Ocean sur une base technique déjà conçue par l'équipementier. Il n'y avait donc qu'à ajouter le design carrosserie et intérieur pour avoir une auto possible à produire en série. L'usine de Graz en Autriche ayant la capacité de production nécessaire, il n'a pas été long de mettre en place une ligne de production, puisque tout était déjà conçu au départ. Mais ça, c'était pour la partie facile. En effet, à part quelques dessins, Fisker INC n'a eu besoin de rien faire. Ce sont des industriels rodés de l'industrie automobile traditionnelle qui ont pris les commandes du projet. Et ce, en utilisant les bonnes vieilles méthodes. Et ça se remarque. On prend des éléments sur l'étagère, on les intègre et on les cache sous une robe sexy. Dans une voiture électrique moderne par contre, surtout si on veut se frotter aux constructeurs innovants, il faut une informatique de pointe. Mais Fisker n'avait ni les compétences, ni le contrôle de la technologie embarquée dans la voiture. L'interface de Fisker est donc un peu comme une surcouche d'un système d'exploitation existant, contrairement aux logiciels de Rivian, Tesla ou Lucid, qui sont les systèmes d'exploitation. En général, utiliser une surcouche débouche sur des fonctionnalités limitées ou fonctionnant relativement mal. On l'a vu chez Volkswagen et d'autres, mais on le voit également sur la Fisker. Seule la puissance de recherche et développement de Google a permis à une interface de ce type de fonctionner correctement. L'Ocean est une bonne voiture à la base, même si elle n'a rien d'exceptionnel. Le problème, c'est qu'elle est pourrie de défauts et de problèmes d'utilisation dus à cette architecture non intégrée. C'est cela, entre autres, qui a conduit Marques Brownlee à qualifier la Fisker Ocean de pire voiture qui lui ait été donnée de tester. Une enquête de la Commission de sécurité des transports américains est également ouverte pour de graves problèmes sur la voiture. Plusieurs cas de véhicules s'étant mis en mouvement accidentellement ont été recensés, sans que l'auto ne réagisse plus aux commandes de vitesse, et ce que le conducteur soit à bord ou non. Impossible dès lors de mettre la voiture en neutre ou en position parking. C'est quand même très embêtant, surtout qu'on sait qu'il n'y a pas de commande manuelle par exemple pour le frein à main. L'enquête est en cours et Fisker devra trouver rapidement une réponse à tout cela, parce que sinon, ces voitures risqueraient d'être interdites à la circulation. Et là, ce serait le coup de grâce pour le constructeur. Pourtant, on sait que les early adopters sont souvent compréhensifs.
Et dans le cas de Fisker, ça se vérifie puisque l'Ocean garde sa cote de popularité. Mais ça débouche aussi sur un autre souci. Produire les autos est facile pour Fisker puisqu'il ne fait globalement rien. En revanche, une fois fabriqués, il faut les transporter et les livrer. Fisker voulait faire comme Tesla en utilisant la puissance du net pour le marketing et des centres de livraison dédiés ou une livraison à domicile. Mais c'est bien plus compliqué à mettre en place qu'on ne le pense, pour une société qui n'a qu'un personnel extrêmement réduit. Qu'à cela ne tienne, si on externalise la plus grande partie de la conception et la production, eh bien pourquoi ne pas le faire pour la commercialisation ? C'est ce que Fisker a décidé de faire fin 2023 en lançant un programme de création de concessionnaires aux États-Unis et en Europe. Selon Fisker, cela permettrait de livrer les voitures bien plus vite, et donc d'encaisser les marges dont la firme a cruellement besoin aujourd'hui. En outre, cela permet de mettre à la porte ceux qui étaient chargés de faire en sorte que le client reçoive sa voiture, soit 15% du personnel de l'entreprise. En plus, ça donne un petit gage aux actionnaires en disant « Vous voyez, on licencie, on fait attention », sachant que de toute façon, ils les auraient virés puisque leur travail est désormais assuré par les concessionnaires, ce qui est censé faire des économies. Actuellement, Fisker est au plus mal. Avec une action sous les 1 $, l'entreprise risque de se faire éjecter de la bourse américaine. Mais il faut bien reconnaître que Fisker ne vaut pas grand-chose en termes d'actifs physiques. Seuls les designs des Ocean, Alaska et Peer ont une valeur, puisque tout le reste, technologie comprise, n'appartient pas à Fisker. Henrik Fisker déclare souvent que son approche de produits conçus et réalisés en synergie avec des contractants extérieurs est la meilleure pour atteindre la rentabilité rapidement et faire croître une entreprise. Moi, je vous dis que c'est possible, oui, mais que cela relève bien plus du coup de poker que de la stratégie industrielle raisonnée. Voyons cela d'un point de vue purement financier. Cette manière de faire permet en premier lieu de créer une entreprise et un produit en ne disposant que de très peu de fonds. C'est un peu comme lorsque vous investissez en bourse avec des effets de levier. C'est exactement pareil. Vous n'avez pas l'argent, mais grâce aux effets de levier, vous pouvez récupérer de gros gains, mais aussi assumer des sacrées pertes. Et c'est bien souvent ce qui arrive. Pour une telle entreprise, un siège social, un bureau de design sommaire et un service marketing pour faire un beau site internet sont les bases. On crée une maquette virtuelle du produit, puis des maquettes réelles. Avec les contacts de Fisker dans l'industrie, trouver les ateliers capables de réaliser les pièces prototypes est extrêmement facile. On réalise alors une maquette roulante pour la présenter au public, mais aussi pour la présenter dans l'arrière-boutique aux futurs partenaires, ceux qui vont la développer et la construire. Le design est alors intégré à la plateforme et la production peut commencer. Jusque-là, Fisker n'avait pas besoin d'une santé financière solide. Mais cela change sitôt que la première voiture sort de chaîne. En effet, Magna met à disposition les autos et demande à être payé, c'est logique. Jusque-là, le constructeur pouvait se contenter d'acompte, mais là, il paye l'auto dans son intégralité. Marge de Magna comprise, ainsi que de tous les sous-traitants en dessous. Magna n'est pas une entreprise philanthropique, elle doit gagner de l'argent et faire de la marge que payent les clients, donc que paye Fisker. Si Fisker avait produit lui-même ses autos, il est probable que les volumes et la rentabilité auraient été un peu plus longs à venir. Mais au moins, Fisker n'aurait pas eu à payer les marges d'autres sociétés, et ce dès le premier jour. Le business model de Fisker repose donc sur des gains réalisés à la commercialisation, et pour rester dans la course, il devait réduire au maximum les coûts de commercialisation. Cela permettait de ne pas afficher des prix de vente trop élevés. Avec la nouvelle approche et des concessionnaires, tout cela va changer. Les concessionnaires, et c'est logique, vont vouloir prendre leur part du gâteau. Les bénéfices de Fisker se réduisent donc comme peau de chagrin. Et c'est encore une fois normal, c'est logique. À force de ne plus rien faire soi-même, il ne faut pas s'étonner de ne récolter que des miettes. C'est encore pire lorsqu'on regarde la structure géographique du constructeur. La voiture est assemblée en Europe à partir de pièces venant du monde entier. Ensuite, l'auto doit être vendue en Europe ou aux États-Unis. Or, Fisker est une société américaine qui travaille en dollars. Ses opérations en Europe sont réalisées en euros. Et une partie de ses ventes sont faites en euros, l'autre partie en dollars. Sachant que la plupart des fournisseurs de matières premières, eux, sont payés en dollars. Imaginez comment ça se passe. Fisker reçoit une commande d'Ocean d'un client. L'entreprise commande l'auto à Magna à un certain prix en euros. Des dollars sont convertis en euros par Fisker pour payer la voiture et sera payée en dollars par son client final.
Les taux de change fluctuants peuvent alors représenter un souci et un coût non négligeable si on ne sait pas comment s'y prendre pour se prémunir des risques de change. Fisker perd 5 millions de dollars en 2023 rien que sur ses opérations de change, ce qui représente un peu plus de 1000 dollars à la voiture livrée. C'est juste énorme! Ce problème n'est pourtant pas nouveau et d'autres entreprises automobiles en avaient fait les frais par le passé. GM avait laissé des plumes avec la production des caisses en blanc de la Cadillac Alante par Pininfarina en Italie, mais la taille du constructeur avait permis d'absorber les pertes. Une autre entreprise n'a pas eu cette chance, DeLorean. Produisant la DMC-12 en Irlande du Nord, les taux de change US$ livre sterling ont plombé les comptes de l'entreprise, en plus de graves problèmes de fiabilité. Bon, mine de rien, ça rappelle quand même pas mal les problèmes de la Fisker Ocean. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Bien, alors aujourd'hui, Fisker en est là et les poches du constructeur sont vides. Pire, il n'y a aucun patrimoine ou valeur fiduciaire concrète à proposer en caution d'un éventuel prêt. Pas plus que des brevets ou de la propriété intellectuelle de technologie. Sa stratégie d'entreprise coordinatrice de partenaires contractants débouche sur une situation où l'entreprise n'a plus aucune liberté ou indépendance. Elle ne peut pas réagir ou évoluer à sa guise, prise dans une nasse de contrats signés avec des entreprises bien plus puissantes qu'elle. La solution viendra peut-être d'un constructeur traditionnel. Des rumeurs parlent d'une éventuelle prise de participation de Nissan dans le but d'acquérir le pick-up Alaska, pour en faire sa propre version aux États-Unis. Depuis novembre dernier, Nissan et Renault se sont en effet séparés, et seuls quelques sites industriels sont encore co-gérés par les deux entreprises. Nissan a beau disposer de ses propres plateformes électriques, elles n'en sont pas moins soit obsolètes, soit propriété partielle de Renault. Acquérir le Fisker permettrait à Nissan de produire un pick-up électrique rapidement, et à Fisker de survivre le temps de trouver un plan financier qui lui permette de continuer à avancer et de continuer à produire des voitures tout en perdant encore de l'argent. Parce que le problème est structurel, et gagner de l'argent avec une structure telle que celle de Fisker sera problématique. Les deux entreprises n'ont toutefois pas commenté la rumeur. 2024 sera une année décisive pour Fisker. Les produits sont beaux, ils plaisent et ne demandent que peu d'efforts pour devenir réellement bons. Espérons que l'entreprise aura le temps de corriger ses défauts avant d'être obligée de fermer ses portes. À suivre assurément. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao. Allez, comme d'habitude, pour ceux qui sont restés après le générique, j'en ai pas parlé avant, et puis tant mieux pour vous, c'est vous qui gagnez, ceux qui restent jusqu'à la fin. Pour la vidéo de fin de semaine, je vais vous présenter quelque chose qui devrait vous intéresser, à savoir, on va parler d'une fonctionnalité qui existe sur les Tesla Model S, et je pense Model X. Je me suis pas encore renseigné, mais je pense que c'est le cas, qui permet d'augmenter l'autonomie des voitures, qui permet de rallonger la durée de vie des batteries, et le tout sans aucune modification, et sans avoir besoin de faire aucun effort. Et ça, je vous le réserve pour cette fin de semaine. Allez, portez-vous bien, faites attention à vous.